Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette rétrosport sur NRTV. Au menu cette semaine, on parle twirling bâton tout d'abord avec le Twirling Sport Nyon qui s'apprête à disputer les championnats suisses ce week-end. Vous le verrez en plateau, je m'essaye aussi au sport et c'est pas spécialement facile. Ensuite, on prend des nouvelles de la joueuse de tennis de table Rachel Moret qui a disputé les derniers qualificatifs pour Tokyo. Si elle ne s'est malheureusement pas qualifiée d'office, elle souhaite être repêchée. Elle a de fortes chances d'être tout de même à Tokyo cet été. Ensuite, on fait le bilan de la saison du BBC Nyon. Les basketteurs nyonnais ne disputeront pas les playoffs. Du coup, ils ont disputé leur dernier match le 1er mai dernier. Et enfin, on fait la visite de la nouvelle petite patinoire intérieure à Saint-Georges. Je vous souhaite un excellent divertissement sur NRTV. Les athlètes du Twirling Sport Nyon vont disputer ce week-end à Estavayer-le-Lac la compétition finale de danse avec leur fameux bâton. Ce sport qui associe le maniement d'un bâton à de la gymnastique et de la danse reste encore peu connu chez nous, mais le club Twirling Sport Nyon, qui compte une trentaine d'athlètes, dont 2 qui font partie du cadre national suisse, entend bien le faire connaître. En plateau, on reçoit Laura Arzel. Bonjour, tu es monitrice et membre du comité Twirling Sport Nyon. Salut à toi. Bonjour. Et bienvenue. Et bonjour à Sophie Wolfisberg, tu es athlète et monitrice au même club. Salut à toi. Bonjour. Alors on va rappeler un petit peu, du coup j'ai dit ce sport, le twirling bâton est un sport encore un peu méconnu, en tout cas du grand public. Qu'est-ce que c'est exactement le twirling bâton, Laura ? En fait c'est l'évolution sportive des majorettes. On est parti de là pour ensuite devenir plus sportif en pratiquant le sport dans une salle de gym et puis en arrêtant les défilés et en faisant des compétitions nationales et internationales. Voilà. Il y a une composante technique avec le bâton, une composante artistique en faisant de la danse, des mouvements gymnastiques, etc. Et puis une composante théâtrale où on interprète la musique sur laquelle on fait du twirling. Il y a un peu des deux, Sophie, justement. C'est quoi le plus important ? La technique, l'artistique ? C'est vraiment un mélange de tout en fait. Si on n'est que bon techniquement, ça ne suffit pas. Si on n'est que bon artistiquement, ça ne suffit pas non plus. C'est vraiment le but de mélanger le tout. Et c'est le tout qui donne après une bonne note en compétition. D'accord. Donc il faut savoir danser, il faut savoir jongler avec le bâton. On apprend tout ça un peu en même temps, c'est ça ? Voilà, il faut de la coordination, effectivement. C'est, je pense, la partie la plus dure de ce sport, en fait, c'est la coordination. Ouais. Laura, ce sport se pratique seul, mais peut se pratiquer aussi en duo ou en groupe. Qu'est-ce qui change du coup ? Alors en équipe, on aura plus d'échanges par exemple où les athlètes se font des lancers pour rattraper les différents bâtons et puis on travaille beaucoup sur l'ensemble, donc tout le monde travaille en même temps, il faut compter sur la musique alors qu'en solo on est beaucoup plus libre, on peut interpréter la musique comme on l'entend soi-même. Et puis voilà, donc les groupes peuvent monter jusqu'à 20-40 athlètes sur un même praticable. Et puis les équipes, les teams, on est juste entre 5 et 9. D'accord. Et Sophie, donc toi tu fais les deux, c'est-à-dire à la fois tu performes en solo et à la fois tu fais ça aussi en duo ou même en groupe ? Voilà, bon, cette année je fais que en individuel, mais je fais aussi en par deux avec Lara, ma collègue. Ouais. On a vu de bons résultats jusqu'à là et bon, cette année je n'ai pas participé au championnat suisse, mais normalement... Je fais aussi à deux. Ouais. Donc tu fais partie de ce club Twirling Sport Nyon et tu fais partie du cadre national suisse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On s'entraîne régulièrement, donc une fois par mois normalement avec l'équipe suisse dans des centres spécialisés pour ça. On dort généralement sur place aussi, donc on a des entraînements tout un week-end. Et on est suivi par l'équipe suisse. On a des coachs internationaux qui viennent pour nous aider à progresser. Ouais. D'accord. Dans ce club à Nyon, Laura, toi tu formes aussi, tu es monitrice. J'ai l'impression, alors on le voit sur les images que nous avons en plateau, il y a des jeunes, parfois même des très jeunes. Je sais que ça commence à partir de 5 ans, mais au vu des photos que j'ai vues, notamment sur votre site internet, et puis des images là qu'on a, on a l'impression que c'est majoritairement des très jeunes qui pratiquent ce sport. Oui, alors c'est lié au fait que quand on entre dans l'adolescence, déjà les jeunes arrêtent plus facilement le sport et puis ça demande beaucoup d'investissement. Si on veut ensuite participer à des championnats, il faut venir 2 à 3 fois par semaine. Puis on peut comprendre que pas tout le monde ait envie de consacrer tout ce temps à une activité sportive. C'est pour ça que pour les jeunes, c'est plus facile. Il y a encore un peu moins de pression, disons, enfin pas de la pression, mais moins de demandes. Et c'est pour ça que là, cette année, on a en plus recruté. On a 10 nouvelles petites qui ont commencé dans notre club. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de petites, ce qui n'était pas le cas les dernières années où on avait plus des athlètes plus âgés.
Ouais. Donc des petits, beaucoup, des petites surtout. Alors je sais qu'il y a un garçon, Mathéo, qui est dans votre club, mais c'est vrai que c'est un sport qui reste majoritairement pratiqué par des filles. Pourquoi, selon toi, Sophie ? Je sais pas, pour être honnête. Je pense que c'est aussi pas mal fait lié à l'image, en fait. Je pense que c'est assez dur pour un garçon de dire je fais de la gym à l'école. Enfin, je pense que c'est assez dur aussi de sortir de soi-même et de dire moi je veux faire ça. Et c'est plus facile pour un garçon de s'inscrire au foot peut-être, de faire comme tous les autres de leur âge, et plutôt que de s'assumer vraiment s'ils ont envie de faire ça. Pour moi, il n'y a pas de souci, ils sont la bienvenue aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a aussi qui le pratiquent effectivement, mais c'est peut-être lié, Laura, à l'image qu'on a des majorettes en fait finalement. Complètement, oui, c'est ça. Et puis le fait que maintenant on ait un petit garçon dans le club, on espère que ça donnera envie à d'autres petits garçons de commencer aussi Turing, parce que quand on voit pas de modèle, c'est difficile de se projeter dans ce sport aussi. Ouais. Bon, il y a un garçon qui a envie de s'y mettre, c'est moi. J'ai bien envie que vous puissiez me montrer un petit peu comment on fait. Alors on va juste se mettre debout ici en plateau, et puis on va pas faire de lancer. Viens ici, Sophie, volontiers, merci. Et du coup, alors montrez-moi un peu comment des 2-3 petits mouvements de base. Et puis on va pas faire de lancer parce que sinon on va casser les lumières. Donc ça va pas aller. Montrez-moi peut-être le premier mouvement qu'on peut apprendre avec le bâton. Ouais, vraiment le plus basique, je dirais que c'est le mouvement horizontal. Ok. C'est vraiment le... Donc il faut de la dextérité dans le poignet. Voilà. Et de l'équilibre aussi. Et de l'adresse. Oui, pour éviter de tomber, mais... D'accord, ok. Alors, moi je vais essayer de faire ça. Fais voir. Ouais. Alors comment faut que je fasse ? Alors on a 2 embouts, donc il y a un grand et un petit de ce côté. Et le grand, en fait, il va toujours passer en dessus du poignet. C'est comme si on mélangeait une potion, je dirais, mais à l'horizontale. D'accord. Voilà, on essaie d'avoir toujours le bras tendu. Et le petit, il passe en dessous. Ah, en dessous. Voilà, avec le bras tendu, ça va souvent plus facile. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En plus, oh là là. Ça va pas... Attends, regarde. Oui, là, je commence. Oui, d'accord. Donc en fait, il faut vraiment pencher en fait le poignet. Oh là là. Oui, il faut de la souplesse. Ouais, il faut de la souplesse. Et puis il faut comprendre par où il faut le faire passer. Je suis très mauvais. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non. Alors moi, je vais pas y arriver aujourd'hui en tout cas, mais on verra si plus tard j'y arrive. Et puis du coup après, il y a même de manière statique, sans les lancer après, comment on fait pour le faire passer sur le corps, etc. Il y a des roulés. Roulés par exemple, on peut faire un roulé comme ça par exemple. Ouais. Ou bien des fiches. Ça, c'est tout ce qui roule sur le corps, etc. Là, il faut ta maîtrise parce que sinon, on casse les écrans derrière. Oui, je fais attention, je me concentre. Ouais. Mais il faut être une athlète comme toi, quoi, c'est ça. Ouais. Bravo, merci beaucoup. En tout cas, on peut se rasseoir ici à cette table, sur le plateau d'NRTV. Et puis pour parler en dernier de ces fameux championnats qui ont lieu ce samedi, qu'est-ce que c'est, Laura, ces championnats auxquels vont assister les athlètes du Twirling Sport Nyon? Donc c'est la 2e manche des championnats suisses, la championnat suisse discipline de danse, parce qu'il y a des championnats discipline technique aussi qui ont lieu en hiver. Et là, du coup, c'est la 2e manche et la finale pour certaines catégories. Il y aura des duos, des solos, des teams et des groupes. D'accord. Il y a combien de compétitions comme ça en Suisse, Sophie, auxquelles toi tu participes? Donc généralement je participe qu'au championnat suisse, je suis trop âgée pour d'autres compétitions. Donc ça se déroule sur 3 manches. Ouais. Et voilà, première manche, deuxième manche et la finale. Après il y a encore une compétition au mois de juin qui est un peu extra, on va dire. Et oui, mais par exemple les qualifications pour les compétitions internationales, elles se font durant le championnat suisse. D'accord. C'est les compétitions les plus importantes de l'année. D'accord. Donc, qui auront lieu à quel moment? Donc, il y a ce week-end et puis ensuite... Voilà. Et cette année, c'est un peu exceptionnel. Ils ont supprimé une manche, mais ils vont essayer de la remettre au mois de juin. Mais il n'y a pas de qualification pour les compétitions internationales parce qu'il n'y en a pas cette année. Ah ouais, simplement dû à la situation malheureusement. À cause de la pandémie. Voilà. Et puis donc ce que tu disais avant, c'est qu'effectivement il y a 2 catégories d'âge. Il y a les juniors, donc moins de 18 ans. Et ensuite, dès qu'on a plus de 18 ans, toi tu en as 21, Sophie, voilà. Donc on passe en senior. En senior, exactement. Et à partir de là, il n'y a plus de catégorie plus âgée. Enfin, dans les disciplines techniques, il y a encore la catégorie adulte, mais dans les disciplines non, c'est... jusqu'à ce qu'on arrête dans les seniors. Voilà. Au club, pour terminer là-dessus, Laura, au Twirling Sport Nyon, vous avez des athlètes qui vont de quel âge à quel âge à peu près? Alors la plus jeune, elle a 6 ans
Et puis la plus âgée, c'est Sophie qui a 21 ans. 21 ans et puis tu es vraiment la senior du club. Ah oui, je me sens. D'accord. Et comment ça se fait? Ça va pas au-delà? Il y en a qui abandonnent après ou comment? Oui, c'est ça. C'est difficile ensuite de consacrer, comme je disais avant, 3 entraînements par semaine. Quand peut-être qu'on commence avec ses études ou on entre dans la vie active, etc. Ça devient compliqué de continuer à consacrer tant de temps au twirling. D'accord, ok. Bon, je vous souhaite le meilleur en tout cas pour ce week-end. Et puis merci beaucoup d'être venus sur notre plateau, Laura et Sophie, pour nous parler donc de twirling bâton. Et puis on croise les doigts pour toi alors Sophie pour ce week-end. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On parle tennis de table aujourd'hui puisque la championne suisse Rachel Moret a disputé les derniers qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo fin avril. C'était au Portugal. La Prévrangeoise de 31 ans ne s'est malheureusement pas qualifiée avec ses résultats, mais elle a encore de l'espoir d'aller au JO grâce au repêchage. On explique tout ça avec elle en duplex depuis la France. Bonjour Rachel Moret. Bonjour. Rachel, explique-nous où tu es exactement là. On voit un bureau. Oui, alors je suis dans ma salle où je m'entraîne à l'ASPC Nîmes. Et ce matin, j'étais au repos d'entraînement, mais il fallait un adulte pour venir ouvrir la salle aux jeunes qui s'entraînent, qui n'ont pas école aujourd'hui. Du coup, j'étais de garde des petits ce matin, donc je suis dans le bureau de ma salle. D'accord, un petit break du coup pour parler avec nous. Donc voilà, on le rappelle, tu habites à Nîmes et puis c'est là-bas que tu t'entraînes donc au niveau professionnel. Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé au Portugal lors de ces derniers qualificatifs pour les JO? Tu n'as pas réussi à obtenir justement le sésame que tu espérais pour pouvoir te qualifier directement aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y avait 4 places et je partais 11 de la compétition. Donc je savais que c'était de toute façon un gros challenge et que autant j'avais déjà battu des filles qui étaient devant moi, mais je savais aussi que certaines filles derrière moi étaient vraiment très fortes. Donc que ça allait être compliqué. Et cette compétition est tellement particulière avec l'enjeu qu'il y a où tout se joue sur 1 ou 2 compétitions, puisqu'on a eu 2 tournois de qualification. Donc, c'est l'ambiance, la pression est particulière. Et j'ai pas fait une compétition catastrophique, ça a été, mais voilà, il y a eu 2 tableaux différents. Le premier, j'ai perdu assez serré. Et le deuxième, j'ai joué la tête de série numéro 1 d'entrée, donc un petit peu difficile d'entrée. Donc, pas réussi à aller au bout d'un des 2 tableaux. C'était la pression peut-être justement des qualificatifs pour les JO et du fait que c'était cette dernière étape qui a fait peut-être monter le stress, la pression supplémentaire? Je pense que oui, je pense que ça joue, mais quand on voit que les têtes de série 1, 2 et 3, qui sont 50, 55 et 60 mondiales, n'ont pas réussi à se qualifier non plus, on voit à quel point la compétition était... le niveau était élevé et qu'il y a eu de grosses surprises tout au long de la compétition parce que forcément les favorites doivent absolument gagner et celles qui sont derrière n'ont strictement rien à perdre et jouent à 100%. Pas trop déçu justement, comment tu vis ça, le fait de ne pas avoir décroché ce sésame que tu souhaitais? Forcément, j'étais un peu déçue, surtout d'un ou 2 de mes matchs durant la compétition. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Donc forcément un petit peu déçue. Mais après, j'ai appris que j'avais encore une chance d'être repêchée. Donc la déception était un peu... Il y a la bonne nouvelle. Je le disais en introduction, tout n'est pas perdu. Il y a la possibilité de repêchage. Explique-nous comment ça fonctionne, ça. Alors en fait, je ne m'étais pas trop renseignée avant la compétition. Je savais qu'il y avait des repêchages. Pour compléter le tableau, ils repêchaient quelques filles au classement mondial et que c'était minimum 1 personne et maximum 16. 13 ou 16. Ils n'avaient pas du tout donné de chiffres. Et en fait, je ne m'étais pas plus renseignée sur comment ils allaient faire pour choisir combien exactement. Et en fait, après coup, il y a plein de filles qui avaient déjà calculé et qui m'ont montré les tableaux, etc. Et qui m'ont dit qu'en fait, il y aurait 10 repêchés. Et que pour le moment, je suis 11. Donc, j'ai quand même
de grandes chances d'être récupérées. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y en ait une fille qui soit avant toi au classement qui abandonne, c'est ça ou... Alors en fait, on peut faire histoire courte. Il y a la Corée du Nord, comme je pense que pas mal entendu, s'est retirée des Jeux Olympiques. Donc nous, ils n'ont pas officiellement retiré l'équipe pour le moment, mais dès qu'ils vont le faire, si elles le font, si elles retirent l'équipe, dans ce cas-là, c'est l'Ukraine qui va être repêchée. Et dans ce cas-là, je passerai 9 au repêchage, donc dans le quota. Et en sachant aussi qu'il y a 2 autres filles qui sont mieux classées que moi, qui sont devant moi, qui ont arrêté le tennis de table il y a 1 an, à la suite de l'annulation des derniers JO. Et en fait, vu que le classement mondial a été gelé, vu qu'on n'avait pas de compétition, elles sont toujours dans le ranking, mais n'ont plus joué depuis 1 an. Et j'en connais une des 2 personnellement. Je lui ai du coup demandé si elle allait participer ou pas. Et elle a dit que son comité olympique lui avait répondu qu'à 99%, ça serait non. Donc ça augmente petit à petit, jour après jour, tes chances encore justement de pouvoir partir à Tokyo cet été. À l'heure où on parle, Rachel, quel est le pourcentage de chances que tu puisses aller à Tokyo et puis quand est-ce que tu seras fixée? Je pense qu'il est... Si la Suédoise qui est devant moi m'a dit à 99% de chances, je ne peux pas y aller, du coup, pour moi, c'est 99%, puisque si elle n'y va pas, c'est sûr que moi, je serai dans le quota. Mais après, tant que j'ai pas vu mon nom et que voilà, ça peut être un petit peu long. Et du coup, la Corée du Nord a jusqu'au 15 mai pour annoncer son retrait ou pas. Donc en fait, si au 15 mai, elle s'est retirée ou qu'elle n'a pas donné suite où ils n'ont pas été approuvés, dans ce cas-là, l'Ukraine sera repêchée et je serai dès le 16 mai. Par contre, si la Corée du Nord joue, là, je serai que dans le courant du mois de juin, entre le 1 et 30 juin. Bon, comment tu gères cette attente insoutenable, Rachel? On imagine que ça doit être plus possible au bout d'un moment d'attendre. Là, j'attends le 15 mai. C'est la première échéance où toutes les équipes qualifiées ont jusqu'au 15 mai pour être confirmées. Donc, je sais que ça, c'est la première étape. Et après, je verrai bien. Si l'Ukraine est repêchée, l'attente sera beaucoup plus facile. Si la Corée participe, dans ce cas-là, je serai sur la liste des remplaçantes et il faudra attendre que les autres filles se retirent. Donc là, l'attente peut être un petit peu plus difficile. Donc il faut essayer de ne pas y penser, de continuer les entraînements, de continuer les matchs, se réfugier dans le sport. Voilà. Je suis rentrée dimanche. Dès lundi matin, j'étais à l'entraînement. Je ne me suis pas arrêtée. Et on a 2 matchs importants avec mon équipe française mi-mai à peu près. Et j'ai d'autres compétitions après. J'ai les championnats d'Europe par équipe et les championnats d'Europe individuels en juin. Donc, il n'y a pas beaucoup le temps aussi de réfléchir. Il faut s'entraîner et préparer tout ça. Il y a encore plein d'objectifs donc pour les prochaines semaines à venir. Écoute Rachel, merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir accordé ce temps. Et puis tout de bon chez toi à Nîmes et on croise les doigts du coup pour ta qualification au JO. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt. Salut Rachel. Merci, au revoir. Le bébé Seignon a clôturé samedi dernier sa saison lors du dernier match contre Boncourt où il s'est incliné 71-88 pour le dernier match de ses championnats. Les basketteurs nyonnais le savaient déjà depuis un moment, ils ne disputeront pas les playoffs cette saison. C'est donc le moment de faire le bilan de cette saison 2020-2021. Le club a d'ailleurs annoncé ce matin le départ de son coach Alain Attala. On va revenir là-dessus, mais tout d'abord, bonjour messieurs. Xavier Paredes, tu es le président du club, salut à toi. Salut. Bienvenue sur ce plateau. Malay Ndoye, salut à toi aussi. Salut. Tu es joueur donc au bébé Seignon et puis top scoreur de la Ligue quand même, il faut le préciser. Je voulais savoir ton ressenti à toi sur ce dernier match. Déjà Malay, terminer la saison du bébé Seignon en LNA sur une défaite de plus, il n'y a pas un petit goût amer? Oui, bien sûr. On voulait gagner ce match. On savait que c'était la dernière et qu'on n'allait pas disputer les playoffs. On voulait bien finir sur une bonne note, au moins clôturer cette saison qui était quand même un peu difficile, mais au moins on aurait pu gagner. C'était un match difficile, mais on est quand même revenu pas mal de fois dans le match avec des jeunes joueurs qui étaient sur le terrain. Maintenant, Boncourt, ils avaient besoin de cette victoire pour les classements apparemment. Donc,
ils ont mieux géré les situations parce qu'on est revenu, ils ont refait l'écart. Mais on a tout donné et finalement, bon, un peu plus d'expérience de Boncourt. Et voilà, c'est dommage, mais on a quand même tout donné. Ouais. Pour clôturer, on voulait quand même finir sur une bonne note. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Bon, on peut pas. Vous étiez en difficulté aussi depuis 2 semaines avec aussi la blessure de l'Américain Amir Williams. C'était plus compliqué aussi sur ces derniers matchs? Oui, c'est vrai que depuis Amir était arrivé, on s'est adapté un peu à jouer avec lui, surtout dans la raquette. Même les systèmes de jeu, c'était une nouvelle dynamique. Ouais, une nouvelle dynamique. Donc, son absence, voilà, depuis le match contre Bâle, on a vu qu'il est important sur le terrain, surtout pour les rebonds, pour la dissuasion défensive. Ouais. Donc, sans lui, bon, on avait beaucoup de. Par exemple, la première mi-temps, on a perdu beaucoup de rebonds sur le côté rebond offensif qu'ils ont pris, qui nous ont coûté des points. Donc, c'est vrai qu'il nous a manqué à la fin. Et voilà, on s'est battu avec les armes, comme on dit. Et c'est vrai qu'il nous a manqué sur ce match. Xavier est déçu de ne pas aller plus loin, de ne pas aller au play-off, j'imagine? Bien sûr, je pense qu'on est toujours des compétiteurs, donc c'est clair qu'on est déçus. Je pense qu'on aurait pu le faire, en plus l'équipe qu'on a eue. Alors on a eu des blessures, on a parlé de Amir, mais on a eu des blessures aussi en cours de saison, on a eu des quarantaines. Donc c'est vrai des cas Covid et tout ça, c'est compliqué. Quoi. Mais malgré ça, je pense qu'on aurait pu avoir l'ambition d'arriver à cette 8e place. C'est pas le cas. Alors, c'était pas l'objectif de la saison, donc voilà, mais c'est clair qu'on est toujours déçu quand on n'arrive pas à arriver à ces playoffs, que je pense qu'on aurait pu y arriver avec l'équipe qu'on avait. On se demande justement, au vu du classement, alors on le sait, hein, le bébé Seignon est récent en LNA, en Première Ligue. Là, il est 9e et donc dernier de ce classement. Pour toi, Xavier, l'équipe du bébé Seignon avait les capacités d'aller plus loin et d'aller aux playoffs, ou bien tout simplement, il ne fait pas encore le poids face aux autres équipes? Non, je pense que l'équipe qu'on a avait les capacités de le faire. C'est clair que c'est difficile. Après, nous, on a aussi misé cette année avec garder nos joueurs suisses, garder vraiment notre base, rajouter 2 jeunes Suisses qui sont Amish Warden et Laurence Zoccaletti pour vraiment justement amener sur le long terme ce projet qu'on a. Donc, on a vraiment misé là-dessus avec Malek qui reste avec nous depuis plusieurs saisons. On a vraiment voulu avoir ce groupe constant et je pense qu'avec ce groupe-là, on pouvait ambitionner d'arriver à attribuer cette 8e place. Donc voilà, c'est clair que malgré qu'on ait moins de budget, je pense qu'on a quand même une équipe qui était très intéressante cette année, qui aurait pu faire mieux, et en tout cas qui a de très bonnes bases pour la suite. Ouais. Et avant de regarder vers l'avenir, toi Malay, quel est ton regard sur cette saison qui vient de s'écouler? On a dit compliqué, on rappelle aussi 22 défaites sur 24 matchs disputés, donc j'imagine pour un joueur comme toi, au niveau du mental, c'était compliqué match après match. Oui, c'était difficile, mais après, on sait que c'est vrai qu'on est tous des compétiteurs. Chaque match qu'on joue, on a envie de gagner. Mais c'est vrai que si tu enlèves les équipes comme Genève, Fribourg, il y avait des équipes comme Bâle, Lugano, Boncourt, où on pouvait les rivaliser. Donc c'est ces matchs-là, plus que quand on les perd, ça fait mal parce qu'on sait qu'on peut rivaliser contre ces équipes, on a les armes pour les battre. Et souvent, contre ces équipes, on est soit devant ou c'est côte à côte. C'est quoi qui flanchait du coup? Ouais, ça se joue sur pas beaucoup de choses. Des fois, des pertes de balles, des fois, peut-être on peut dire, je ne vais pas dire manque d'expérience parce que quand même, au long de la saison, les joueurs gagnent en expérience. Et après, peut-être c'est juste le fait d'aller chercher ces matchs. Tu vois, c'est dire que ces équipes-là, on doit les battre et aller chercher la victoire, quoi que ça coûte. Maintenant, c'est un peu ce goût-là de manque de finition contre ces équipes-là qui reste un goût amer parce que je pense que ces équipes-là, si on les prend et on cherche au moins une victoire contre chacune d'elles, peut-être que là, on parle de 8e place. Malgré tout, Xavier, on a vu cette équipe du bébé Seignon, malgré toutes ces défaites, justement, on l'a vu tenir en fait. Il y a un élan de solidarité finalement autour de cette équipe. Non, je pense que c'est ça. Voilà, on parle là, on a parlé du bilan comptable qui est décevant, mais après, je pense que sur le terrain, on a montré qu'on avait une équipe qui était forte, qu'on avait un groupe de joueurs qui était fort. Malé l'a dit, c'était difficile pour eux parce que voilà, il y a eu le Covid, il y a eu des défaites. Il y a eu des quarantaines, des blessures, et c'était dur de tenir. Et je crois que le groupe a montré que c'était un groupe qui était très fort collectivement, avec beaucoup de solidarité, comme tu l'as dit. Et je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est très positif. Les joueurs ont beaucoup progressé. On a des jeunes joueurs comme Laurence Zoccaletti, mais aussi comme nos Suisses, comme Titouan, comme Benoît. Tous ces joueurs qui ont continué à progresser. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous montre que pour la suite, on a vraiment une base très intéressante pour donc de l'expérience de gagner durant cette saison de LNA, quoi. Bah, c'est le but. Hein. On avait des joueurs, quand on est monté il y a 2 ans, qui n'avaient jamais joué pour la plupart une seule minute en Liga. Donc voilà, là, il a fallu qu'ils apprennent. Là, ils continuent à apprendre. Et je pense que le fait qu'ils aient eu beaucoup de temps de jeu cette année, avec les décisions stratégiques qu'on a prises au niveau du club, ça a permis justement qu'ils gagnent encore plus rapidement en expérience et puis qu'ils soient prêts après pour les années qui viennent.
il y a quand même eu du positif aussi. Il y a eu cette demi-finale en Coupe Suisse, il y a eu plein de choses. Et il y a eu aussi Malay, top scorer à 40 ans, premier de la Ligue. Donc, je pense que c'est incroyable quand même le parcours que tu as montré durant cette saison aussi. Tu es content, j'imagine, aussi d'un point de vue personnel? Oui, c'est vrai que ça fait plaisir toujours d'être meilleur scoreur, top scoreur, on peut dire, comme de la Ligue. Après, sur la moyenne, bon, il y a peut-être Browns qui est devant le gars de Boncourt. Mais l'idée, ce n'était pas un objectif précis en début de saison. Parce que je pense qu'en début de saison, avec Nolan, je savais qu'il y avait quand même une charge de marquer des points qui faisait partie de mon boulot avec Nolan. Et aussi, il y avait Benoît qui peut marquer, Jeff. On avait pas mal de joueurs qui pouvaient marquer des points. L'idée, c'était d'équilibrer le jeu. Après, offensivement, j'ai eu beaucoup de réussite en début de saison. Et je pense qu'arrivé à une partie de la saison, je me suis dit, bon, c'est là, je suis toujours dans le top 3, pourquoi pas aller le chercher, parce que c'est un plus aussi pour le club. Et aussi, ça montre une image au moins que, voilà, on a gagné quelque chose, même si l'idée, c'est de gagner des matchs. Maintenant, c'est quelque chose de positif. À mon âge aussi, ce n'était pas prévisible en début de saison. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une équipe où les joueurs, quand même, que le coach, les systèmes ont été plus favorables à moi, mais aussi, bon, c'était un peu plus difficile vers la fin où les équipes se concentraient un peu plus sur moi. C'est ça aussi qu'on attendait pour que les joueurs essaient de se libérer. Et c'est ce que beaucoup de joueurs ont fait. Jeff, par exemple, on a vu qu'à la saison, il a eu une partie où il a marqué beaucoup de points. Et même Amish, Zoko à la fin, tu vois, c'est ça aussi l'idée que chacun prenne ses responsabilités, que la marque soit partagée. Des progrès individuels pour un progrès collectif au final. Que je peux marquer, mais c'est mieux aussi que tout le monde essaie de contribuer et qu'on a une marge un peu plus équilibrée. Xavier, c'est un atout, Malay, pour le bébé Seignon, j'imagine. Bien sûr. Là, on a parlé de son côté individuel, mais c'est clair que c'est un joueur qui nous apporte aussi énormément. Il a énormément d'expérience internationale, dans les grands championnats aussi en France. Donc il nous apporte énormément, il apporte beaucoup aux joueurs. Donc pour nous, c'est clair que on a une très grande chance de l'avoir avec nous. Ouais. On aura la chance de t'avoir l'an prochain. L'an prochain ou pas, Malay? Non, mais ça, il faut poser. Xavier, ok. Xavier espère que Malay fera part donc, de la saison prochaine au bébé Seignon. En revanche, s'il y a une personne qui ne fera plus part de l'équipe, c'est le coach Alain Attala. Le bébé Seignon l'a annoncé ce matin donc, à la presse. Pourquoi, Xavier? Explique-nous. C'est une saison qui était un peu difficile. Alain, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup collaboré depuis maintenant 3 ans. Il a été à la base du projet. On a gagné le titre en Ligue B avec lui, donc c'était une décision qui était difficile, mais voilà, avec les discussions qu'on a pu avoir sur l'avenir, sur la saison, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de divergences sur le projet, sur comment on voulait mener le club, sur le budget, sur tout ça. Donc pour nous, ça devenait difficile de continuer dans ces conditions-là, avec toutes ces divergences. Donc pour le club, ça a été une décision un peu difficile à prendre, mais je pense qu'il est bénéfique à la fois pour nous, mais aussi pour Alain. Il faut changer en fait. Au bout d'un moment aussi, le coach, au bout de 3 ans, il faut renouveler, il faut avoir une fraîcheur aussi pour l'équipe, pour amener l'équipe plus loin. Oui, je pense que... Alors, une fraîcheur, moi je pense qu'on peut avoir un coach pendant 10 ans et que ça se passe très bien. Donc, pour moi, c'est pas obligatoire. Après, c'était plus dans le fait que voilà, nous, on se voyait pas aller une année de plus avec les différentes divergences qu'on avait d'opinion, qui sont simplement des divergences d'opinion sur la construction de l'équipe, sur comment on veut continuer le projet, en fait, dans quelle optique on veut continuer le projet. Donc pour nous, voilà, c'était difficile de continuer. Et puis c'est pour ça qu'on a pris cette décision qui est difficile, mais je pense qu'elle sera bénéfique pour les deux parties. Vous avez trouvé un successeur déjà ou pas à Alain? Non, c'est un peu tôt. Pour l'instant, ça fait que 2-3 jours que cette décision est officielle. Donc non, pas encore. C'est clair que voilà, il faut qu'on commence à chercher. On aimerait bien trouver quelqu'un dans pas trop longtemps pour qu'on puisse vraiment commencer à préparer l'année prochaine dans les meilleures conditions. Mais non, pour l'instant, on étudie les différentes options et on n'a pas encore de remplaçant. Malay, un dernier mot. J'aimerais t'entendre. Quelle est la chose que tu retiens de cette saison? S'il y a un événement marquant, s'il y a quelque chose que tu retiens de cette saison, c'est quoi? Pour résumer la saison, c'est le comeback qu'on a fait contre Boncourt et qui a été mené par Titouan, par exemple, qui nous a marqué 2-3 points alors qu'il n'avait presque pas joué du match. C'est symbolique parce que ça montre que voilà, c'est les jeunes. Donc, et on est revenu, on est allé chercher cette victoire qui a montré que, comme l'a dit Xavier, l'équipe n'a pas lâché malgré cette saison difficile. Donc, même le match qu'on gagne contre Bâle, on va chercher ce match en prolongation.
Donc, ce sont ces moments-là qu'il faut essayer de se rappeler sur une saison difficile. Et malgré tout ça, je veux dire, la hargne et aussi le fait que les joueurs soient ensemble. Parce que je pense qu'une équipe qui vit ce genre de saison, en général, ça explose. Et même là, on voit le dernier match, tout le monde était ensemble, le comité, les joueurs, pour montrer que c'est une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et moi, ce sont ces images-là que j'essaie de me rappeler de ce genre de saison. Plus le côté positif que les défaites. Ouais. Xavier, on a le regard pointé vers l'avenir maintenant. C'est quoi l'objectif pour le bébé Seignon pour la saison prochaine? Maintenant on a fini, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on a déjà préparé la saison prochaine. Donc l'objectif c'est de se renforcer, on va prendre plus de risques financièrement. Cette année on a vraiment limité pour ne pas risquer d'avoir des pertes à cause du Covid et vraiment pouvoir ne pas endommager l'équipe sur le long terme. Donc a priori on va vers ce chemin-là. Maintenant l'année prochaine on va augmenter le budget, on va avoir normalement un étranger supplémentaire, on est en train de voir si on peut engager un suite d'expérience en plus aussi pour aider nos joueurs suisses en plus de ceux qu'on a aujourd'hui. Mais l'idée c'est vraiment de garder ce groupe qu'on a aujourd'hui, de si possible ne pas changer de joueur du groupe actuel. Si possible, garder Amir Williams aussi, l'américain? Alors ça, c'est des discussions qu'on va avoir avec lui. Ça, c'est des discussions pour l'instant qu'on n'a pas encore eues. Il était blessé, on a fini la saison, donc c'est des discussions qu'on va avoir. Rien n'est décidé aujourd'hui, donc ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Mais en tout cas, le groupe de joueurs suisses, le groupe historique, on va dire, de Ligue B, dont Malay aussi fait partie, qui était avec nous, on veut vraiment garder ce groupe et puis rajouter des pièces en plus, 1 ou 2 pièces supplémentaires. Pour rester en Liga, donc. Alors ça, c'est sûr que Lyon reste en Liga, voilà. Ça, c'est sûr. Et puis espérer les playoffs l'an prochain. C'est clair que l'année prochaine, en tout cas, après, ça va dépendre aussi des équipes, et est-ce qu'on sera toujours 9 équipes ou pas, etc. Ça va dépendre de ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, l'objectif, ce sera d'aller en play-off, et même un peu plus haut. Je pense qu'avec quelques renforts, on peut même, avec la configuration actuelle, viser une 6e ou une 7e place du championnat. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'être un peu plus ambitieux cette année maintenant, qu'on a un groupe qui a montré qu'il était très fort et qu'il a des grosses capacités. Avec 2-3 pièces en plus, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Xavier Paredes, tu es donc président du bébé Seignon. Merci Malay Ndoye, tu es joueur au bébé Seignon, peut-être l'an prochain aussi, on l'espère, c'est ça. Merci beaucoup. On croise les doigts, merci à vous tous les deux d'avoir été sur notre plateau et à très vite alors. Merci. Salut. Beaucoup. Merci beaucoup. Les hockeyeurs de la région vont pouvoir s'entraîner toute l'année grâce à une nouvelle petite patinoire intérieure qui vient de s'ouvrir à Saint-Georges. Inaugurée le 1er mai, elle a été construite par la société Bauer Training Center dans la halle qui abritait avant un stock de bois au bord de la route de Gimel. Sur une surface de 180 mètres carrés, la glace pourra accueillir à la fois des entraînements privés ou en groupe et pourra également être louée à des fins privées. Je vous propose une visite de cette patinoire en images. Voilà, je t'invite. Là seulement. Voilà, là tu vois, il y a encore un peu de travaux. Il y a mes collègues là. Alexis, salut Alexis. Là ici, il y a mon collègue Gauthier. Gauthier, il est au téléphone là. Il prend 2-3 petits rendez-vous là déjà. Ici, donc, on vient de passer la place où les gens vont se rechanger. Voilà, petite patinoire ici à Saint-Georges, modèle réduit d'une patinoire à taille à dimension normale. On est à peu près à 160 mètres carrés. C'est une patinoire sur laquelle on va d'abord un endroit de loisir, puis surtout un endroit d'entraînement. Je te présente notre petite roll-bas de poche, notre roll-bas Playmobil, moi je l'appelle. Et puis là, tu as notre belle surface glacée avec 4 zones pour les gardiens, 160 mètres carrés de vraie glace pour bien pouvoir s'amuser. C'est déjà une belle surface. Il faut savoir que le compresseur durant l'été il carbure assez fort. Donc c'est clair qu'on aurait aimé plus grand, mais après il faut être raisonnable. Il y a quand même des coûts derrière. 160 mètres carrés, c'est déjà beau. Alors 160 mètres carrés, ça permet quand même de pouvoir s'entraîner quand on est hockeyeur professionnel? Oui, exactement. Alors que ce soit les professionnels, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, les amateurs, tout le monde peut venir s'entraîner ici. Quelle est la proportion justement de joueurs amateurs ou de joueurs professionnels que vous entraînez et que vous attendrez ici à Saint-Georges? Bonne question. Aujourd'hui, on a une majorité de jeunes joueurs, parce que notre structure, elle n'est pas ancienne, elle n'est pas vieille. Je dirais qu'ensuite, pour les joueurs élites, ce qu'on appelle les prospects ou éventuellement les joueurs professionnels, ils sont très occupés déjà tout au long de leur semaine et de leur année avec leur club et leur organisation. Le banc des joueurs, avec ici on aura la porte pour faire les changements là. Hop,
pour faire nos petits matchs, nos petits entraînements, nos petits tournois. Comment le projet a pu se faire et dans quel but? Alors le projet il s'est ficelé assez vite, c'est-à-dire qu'on a déjà travaillé durant tout l'hiver sur la patinoire à Nyon. Et puis on a rencontré du succès, on trouvait dommage d'arrêter ça durant l'été. Et en montant ce projet avec les responsables de la patinoire de Nyon, ben voilà, on est venu à poser cette surface glacée ici à Saint-Georges. Notre philosophie, c'est vraiment de pouvoir donner le hockey à tout le monde. C'est ça la reconversion finalement d'un joueur professionnel? Oui, alors disons que c'était la mienne et à mon collègue, c'est un ancien joueur professionnel, mais il y a plein d'autres qui font autre chose. Mais moi, j'ai toujours été passionné par le fait d'enseigner aux jeunes, aux moins jeunes, cette passion que m'ont transmise les plus anciens. Depuis très longtemps, je suis éducateur sportif et ensuite enseignant. Enseigner ma passion, je me régale tous les jours. Voilà, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, hein. On reste dans notre hobby, on travaille avec des jeunes, qui sont motivés, on a des moins jeunes, j'ai des gardiens âgés aussi, on a des loisirs, on a vraiment de tout. Et puis c'est vraiment le fun de travailler avec des gens comme ça. Merci à tous d'avoir regardé ce programme, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sport sur NRTV.